Mais quelle mouche a bien piqué Kais Saied le 21 février dernier, le président tunisien qui prend la parole publiquement pour estimer que l'immigration des subsahariens est une entreprise criminelle ayant pour but, selon lui, de changer la composition démographique de son pays, la Tunisie. Et Kais Saied de prôner des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. La parole du chef de l'État tunisien, relayée par le compte de la présidence, notamment sur Facebook, a suscité l'indignation, mais elle a aussi entraîné des actes de violence et d'intimidation à l'encontre des personnes noires. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, que faire devant ce nouveau type de racisme contre les Noirs? C'est le thème de cette semaine et nous en parlons avec Dr Sodjeon Apeti. Il est déjà au plateau. Docteur, bonjour. Bonjour mon frère et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes gériatre, doctorant en camitologie. Vous appartenez au mouvement Afrocentricité, branche du Togo. Le chénouti du mouvement nous rejoindra d'une minute à l'autre. Et c'est le docteur Kofi Koulouvi, il est endocrinologue, il nous rejoindra pour ce débat. Docteur Apeti, je commence donc avec vous. Vous avez suivi l'actualité avec nous, ce nouveau développement de l'actualité, avec cet accès de violence contre les Noirs, les subsahariens en Tunisie, à partir d'une déclaration du président tunisien. Mais quelle mouche a bien piqué Kais Saied? Bon, comme d'habitude, moi je dis que je suis kamite. Et quand on est kamite, on a une lecture toujours un peu kamite, afrocentrée des événements. Moi je ne dirais pas qu'une mouche l'a piqué, puisque pour moi, il est dans son rôle. Lorsque vous êtes venu occuper les choses des gens, parce qu'il faut savoir toujours l'histoire de l'Afrique, que c'est nous qui étions là-bas. Toute l'Afrique était peuplée par les kamites, les terres, les peaux noires. Et vous ne reconnaissez pas que parce qu'ils ont développé au moins un climat de tolérance. C'est pourquoi ils ont accepté que vous soyez là. Quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont venus pour reprendre ce qu'ils ont. Donc moi, je peux dire qu'il est dans son rôle de jouer toujours son perpétuel rôle de conserver ce qu'ils ont volé. Parce qu'il faut être très clair, il faut que les Africains comprennent, comme je le dis souvent, quand on ne connaît pas son histoire, on vit juste sur le cours de l'événement ponctuel. On doit savoir que quand on parle de la civilisation de l'Égypte antique, ça couvrait tous ces endroits. Et c'est les Noirs qui étaient là-bas. Si nous sommes ici aujourd'hui, on appelle ça Afrique subsaharienne, c'est parce qu'ils ont détruit nos empires qui ont commencé depuis, même s'il y avait déjà deux peuples à ces endroits-là, par ce qu'on appelle les Hyksos. En plus des Hyksos, après il y a les Grecs, il y a les Arabes, les Perses, tout ça là, qui ont détruit successivement nos empires. Et comme on n'a pas ce mental de guerrier, on a préféré toujours céder un peu. C'est ça qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, on accepte toujours les gens, quel que soit ce qu'ils nous font, malgré qu'ils nous violentent, on a ce cosmopolitisme de l'amour qui fait qu'on pense que l'autre est toujours comme nous. Lui, il défend son intérêt parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est ce que les Européens, eux aussi, sont en train de faire chez eux. Parce que récemment, si j'ai bonne mémoire, les Européens ont décidé de financer le Maghreb pour pouvoir limiter l'immigration vers eux. Mais si vous limitez, vous voulez que ça vienne chez qui? Moi, je pense qu'il n'a pas raison de faire cela, mais il copie ce que les éternels occupants ont l'habitude de faire. Comme les Occidentaux refusent que les Noirs viennent chez eux, lui aussi il refuse. Mais ce qu'ils doivent savoir, ils sont sur notre continent. Parce que les gens doivent savoir ça. Les pays maghrébiens, eux-mêmes, ils ne se réclament jamais être des Africains. Récemment, quand je jouais à la Coupe du Monde, moi j'étais surpris de voir les Africains être émerveillés. Quand le Maroc gagnait, moi je riais. Je disais, mais pourquoi vous êtes comme ça? Il faut savoir ce que font ces pays sur nos continents. Donc, tous ces pays qui sont au Maghreb, ne se reconnaissent pas africains, ils sont dans le pan-arabinisme. Ils sont dans l'islam. Ils sont les peuples qui défendent la religion islamique. Donc, tous ces gens, nous, on les accepte parce que on a cette lenteur que la mélanine nous donne d'aimer tout le monde. Mais on doit savoir qu'à un moment donné, la mélanine peut commencer par réagir et ça sera difficile. Il doit savoir que c'est nous qui avons accepté, d'une manière ou d'une autre, c'est pourquoi il y a la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et la Libye. Il doit savoir que nous sommes chez nous.
Et c'est eux qui sont venus et nous on a accepté qu'on vive ensemble. Mais il est dans son rôle parce qu'il a peur que demain, ou bien tôt ou tard, les Noirs risquent de venir dominer. C'est pourquoi il parle de la modification démographique en fait. Vous avez évoqué tantôt ce type de racisme développé dans les sociétés occidentales à partir de ce qu'on a appelé la théorie du complot, parce qu'ils pensent qu'à force d'immigration, les peuples autochtones, entre guillemets, en Tunisie et ailleurs, seront remplacés par les Noirs. Démographiquement, en Tunisie, les subsahariens ne représentent même pas 1% du pays, mais comment peut-on craindre un tel remplacement? Comment peut-on partir de ces chiffres aussi bas pour tirer de telles conclusions? Bon, on dit généralement c'est goutte à goutte qui remplit la jarre. Peut-être quand les gens vont venir à compte-goutte, d'autres vont venir, ça va atteindre le nombre. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que peut-être je vais manger très tôt les biscuits. C'est que pour les peaux claires, les Noirs ne sont pas des humains. Donc chaque fois qu'ils nous voient, ils voient des bêtes à abattre. C'est plutôt ça. Ces discours de grand remplacement, tout ça, ils ont pondu cette théorie depuis. Ils nous ont remplacés. Puisque nous, on était là-bas, ils ont fait des mariages forcés avec nos arrière-parents pour pondre ce qu'on a pondu aujourd'hui. Donc, nous, on n'a jamais parlé de grand remplacement. Pourquoi ils parlent de grand remplacement? Le vrai problème, c'est qu'en fait, ils ont peur que le propriétaire revienne à sa place. En fait, c'est ça. Sinon, ça n'en vaut rien. Et puis, si on prend notre vivre ensemble, on sera combien pour pouvoir remplacer les Tunisiens? C'est ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a un racisme institutionnalisé, idéologiquement implanté dans les religions dites abrahamiques. On va revenir au rôle de la religion dans le développement du racisme contre les Noirs. Et les téléspectateurs seront autorisés à participer à ce forum dans la seconde partie à partir de 13h10. Envoyez-nous vos contributions, vos questions à travers WhatsApp, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Êtes-vous victimes d'actes racistes dans vos pays? Mais comment comprenez-vous ces actes racistes et surtout, que faire? Le Noir mérite-t-il ces genres de comportements à son égard et comment peut-il s'organiser pour renverser la vapeur? Et nous sommes rejoints au plateau par Dr Kofi Kouvi, que je vous annonçais en introduction. Dr Kouvi, bonjour. Bonjour. Le docteur Kouvi est endocrinologue chez Nouti, c'est-à-dire président simplement d'Afrocentricité internationale. Vous nous rejoignez donc pour ce débat sur la Tunisie et l'accès de violence contre les Noirs à partir des propos du président tunisien. Comment réagissez-vous donc à ces propos et aux actes de violence qui sont suivis? Okay. Bonjour téléspectateurs, excusez-moi pour le retard. Au fait, moi, je n'ai pas trouvé les propos du président tunisien extraordinaires, en fait. Ce sont des propos d'un dirigeant, ou bien d'un dirigeant qui aime son peuple, qui l'aime profondément. Qu'est-ce qu'on peut dire de là? C'est vrai que nous sommes un peu dans la réaction. On attend que la chose se produise d'abord avant de réagir. Sinon, connaissant un peu l'histoire, il faut se dire que les Arabes, d'un côté, ou bien les Sémites ensemble, ou bien les Indo-Européens. Par exemple, chez les Arabes, comment on appelle-t-on le noir africain? On l'appelle Zemj, qui signifie esclave. Dans l'arabe tunisien, l'africain est appelé Yakalouch, qui signifie toujours esclave ou bien serviteur. Dans le judaïsme, on appelle l'africain Oussif, qui est toujours esclave ou serviteur. Dans l'arabe marocain, c'est Asie, toujours esclave ou serf. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit nous inquiéter. Ces gens-là, ils sont dans leurs droits. Le monde, c'est un peu de la géopolitique, c'est un rapport de force. Et ils sont là pour s'implanter et s'étendre, puisqu'ils n'étaient pas là au départ. Ils étaient là par la circonstance des choses. C'est un président qui connaît un peu l'histoire. Il sait comment ils sont arrivés là-bas. Il sait que ce qui se passe actuellement, s'ils n'en font rien, la chose va revenir à sa position de départ. Et il avise un peu son peuple. C'est ce qu'on doit faire aussi. Parce que je me dis, toute parole, il y a la pensée qui précède la parole. On ne dira pas que les Arabes aiment les Chinois. Ils ne les aiment pas. Mais il ne peut pas oser dire ça vis-à-vis des Chinois. Il peut le penser, mais sortir
ce n'est pas possible. Je peux penser quelque chose de vous ou bien de mon vis-à-vis, mais en fonction de la force qu'il y a, je peux penser ça et puis garder en moi, ou bien le lui dire en face, sans souci. On est devenu un peu des torchons du monde, et tout le monde ose nous dire ce qu'il a envie, ce qu'il pense en face, sans crainte de représailles. Ce qui se passe en Tunisie actuellement, où nos différentes communautés sont attaquées, communautés guinéennes, ivoiriennes, tout, ça aurait été dans un autre pays africain subsaharien, on allait régler le compte à ces ressortissants de ces pays-là ces pays-là. Par exemple, l'Ivoirien qu'on avait tué la fois passée. Si c'était entre griffes, les Nigériens qui ont osé tuer un Ivoirien à Niamey ou bien dans un autre pays, dans une autre ville nigérienne, ça aurait été le feu aux foudres. Mais on remarque quand même que ce racisme va au-delà de la Tunisie. Vous tentiez d'expliquer que le subsaharien est un peu dans son pays, au Maghreb, mais ce racisme va au-delà de la Tunisie, c'est répandu dans le monde. Pourquoi le noir est-il stigmatisé partout? Comment on peut expliquer cet acharnement? Bon, on ne cessera pas de se répéter, parce que tout comme on dit tout à l'heure que dans le pays maghrébin c'était les Noirs, il faut aussi savoir que quand on se base sur les faits historiques, archéologiques, anthropologiques, tout ça, même partout, c'est les Noirs qui ont essaimé tous les continents. Mais ils ont été après tout radiés, que ce soit en Australie, en Tasmanie, en Nouvelle-Calédonie, même en Argentine, au Pérou, tout ça, ou bien en Uruguay, les Noirs étaient partout. Mais il y a toujours ce racisme anti-noir qui est là depuis. Même si tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que les conséquences de ce qui a été institutionnalisé depuis. Parce que quand les autres viennent, ils n'avaient rien. C'est-à-dire, généralement, quand on dit les Indo-Européens, c'est des peuples qui, historiquement, avaient le désert et la glace. Donc, partout ils viennent. Si ils voient que les gens se sont sédentarisés, ils ont construit une civilisation, ils ne peuvent que être agressifs parce qu'ils ont développé déjà dans ce climat originel des instincts d'agressivité. C'est ça qui fait que chaque fois qu'ils voient le noir, ils ont l'impression de voir le propriétaire de la chose qui est là. Et comme nous-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous ne savons pas que le monde, c'est une question de rapport de force. C'est qu'on doit créer cette force. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi l'Africain décide d'être faible. Parce que moi, je pense que nous décidons clairement d'être faibles. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'on ne peut pas comprendre comment tous les dimanches, on se lève, on ramasse ses frères et sœurs, on les regroupe dans des cases et on leur parle de la gloire d'un seul peuple. C'est-à-dire quand vous passez le temps à parler de la gloire peut-être de l'Israël, mais vous voulez dire à vos peuples que non, que voilà un peuple glorieux. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de votre gloire? C'est en faisant comme ça que vous construisez un État fort, un peuple mentalement puissant pour pouvoir engager le combat. Si vous faites ça tous les dimanches, pourquoi vous voulez que les Israélites, quand ils vous voient, vous respectent? Vous faites la même chose peut-être les vendredis. Pourquoi les Arabes vont vous respecter? On ne peut vous respecter que lorsque vous avez des valeurs, vous avez une dignité. Même nos simples noms. Si moi je suis arabe et je te vois, tu t'appelles peut-être Mohamed, mais je vais rire. Je vais faire semblant d'être ton ami, je vais rire que non, il est même incapable d'ouvrir sa bouche pour se donner un nom. Puis se donner un nom, ce n'est pas une affaire d'industrie. Ouvrir les deux lèvres et puis donner un nom à un enfant, on est incapable de donner. Comme si ça nécessitait une grande industrie pour construire les noms, alors qu'on a les noms. C'est ça, au fait. Nous sommes persécutés partout parce que les gens savent que c'est nous qui étions là-bas. Et les preuves sont là. Vous allez dans tous ces pays, vous verrez les preuves. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est qu'à défaut de retourner là où on en est, il faut que les pays qui sont en Afrique subsaharienne s'organisent pour devenir puissants. Et la meilleure puissance, c'est véritablement une union entre les États. Pas ces enclos qu'on a fabriqués à la conférence de Berlin. Il faut qu'on soit puissant solidement. On est en train de voir un truc qui est en train de germer entre le Burkina, le Mali et la Guinée. Mais ce que moi je dis toujours, c'est que, ouais, ainsi, tant que le problème spirituel n'est pas réglé, moi je n'ai aucune confiance à ces choses. Parce que pour être puissant, il faut être puissant sur le plan de l'invisible avant d'être puissant sur le plan terrestre. Docteur Kouvi, docteur Apeti a tenté de ramener le débat dans la religion monothéiste. Est-ce que vous pensez que ces religions ont inventé quelque peu le mythe antikamite? Est-ce qu'à partir de ces religions, les autres
ont développé des théories contre les Noirs. Ces régions même ont été le coup de sifflet de départ de cette haine anti-noire ou bien anti-kamite. Nous souvent on se présente ici souvent comme des descendants de Cham, le fils là qui aurait été maudit. Il faut voir, après sa malédiction, le monsieur est devenu noir. Donc ça sous-entend que le noir, c'est quelque chose à haïr, c'est quelque chose à condamner sans jugement. D'ailleurs, on colorie même Satan en noir. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on fera, on nous a déjà mis dans la même case que Satan et on n'a même pas besoin de jugement. Donc, si on revient à la question, les religions, nous on les appelle abrahamiques. L'islam, le christianisme, le judaïsme ont été le point de départ même de cette haine anti-noire. Ils ont servi à donner l'argument aux politiques. Ils les ont même fourni même un moyen pour aller à la conquête du peuple noir. Et ça, normalement, le noir doit le savoir. Parce que si, étant noir, il y a certains textes, quand on les récite, et ça ne nous dit rien, ça veut dire qu'on contribue à l'incendie de notre propre maison. C'est-à-dire, je prends par exemple un texte d'Ésaïe, je cite, puisque moi, sincèrement, je n'ai même pas le temps de maîtriser ces textes-là. Ils nous diront que c'est juste un passage, qu'on ne peut pas expliquer tout un document avec un seul passage. Mais c'est les mêmes personnes qui prennent le seul passage pour expliquer des faits aussi. On dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne pour rançon l'Égypte, Couche et Séba. C'est quoi? Moi, je suis un noir et on me dit que je suis le Saint d'Israël et qu'on donne pour rançon à un peuple ma terre. Et puis je lis ça et ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je vais de l'autre côté chez nos frères musulmans où ce que j'avais dit précédemment, où le noir africain est condamné à l'esclave dans toutes les langues arabes, où on dit que quoi? Allah a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres. C'est le Dieu aimant, créateur, qui a favorisé certains plus que d'autres dans la répartition de ces dons. Que ceux qui ont été favorisés ne réservent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves. Qui est esclave, on le sait dans leur langue, ce qui leur est accordé à leurs esclaves, au point que ceux-ci ne deviennent leurs égaux. Donc actuellement, il n'y a pas à se tromper. Si on lit ces passages, et ça ne nous dit rien, ça veut dire qu'on a un problème d'auto-respect qu'on doit régler d'abord avant que les autres ne nous respectent. Sinon, on ne les aide pas à nous respecter. Mais est-ce que c'est expressément dit que les esclaves en question sont les peuples subsahariens, les Noirs, les Kamites? C'est une évidence. Puisqu'il y a des documents qui sont des documents, comment je peux le dire, des documents fondamentaux, sur lesquels les gens ne veulent même pas qu'on porte des regrets critiques, mais c'est là-bas même que tout a commencé. Comme il le disait, quand on prend la Bible, c'est quand le grand Noé s'est saoulé, il est resté nu, que son fils Cham, que nous appelons en fait Cam, l'a vu nu. Et est parti dire ça à ses frères qui sont venus le couvrir, qu'une fois dessoulé, il est parti dire que bon, toi tu vas devenir noir, tes cheveux seront crépus, ta peau sera noire, ton nez sera épaté, tes lèvres seront épaisses, tes oreilles seront larges, et tu seras l'esclave de tes frères et des enfants de tes frères. C'est ce qui a été dit. Nous, quand on lit ça, on rit, parfois on dit, bon, les deux qui sont venus couvrir, ils n'étaient pas là. Comment ils ont fait pour couvrir bien quelqu'un que vous n'avez pas su sa position à l'origine, mais vous avez pu couvrir sans l'avoir vu? Vous voyez comment on dit des bêtises dans ce document, on dit, il ne faut pas qu'on critique. Puisque si tu n'es pas là et je viens te dire que papa est dans la chambre, comment tu peux savoir que papa est à tel endroit de la chambre et aller couvrir papa sans l'avoir vu? Donc c'est des livres, on dit, c'est des livres géopolitiques et géostratégiques, dont le centre est quelque part. La Bible a son centre en Israël. Le Coran a son centre en Arabie Saoudite. La preuve, quand tu es en Afrique, pour être reconnu comme un bon musulman, il faut aller forcément là-bas, ramasser des millions, aller faire le tour de la pierre noire et revenir, s'appeler El Hadj.
Malheureusement, ce qu'on dit ici, on sait, comme je le dis souvent, ça va pas plaire à beaucoup de gens. Mais est-ce qu'eux-mêmes ne voient pas les faits? Ce qu'ils sont en train de voir là, ça ne leur dit rien. C'est ça, donc, c'est comme ça que la malédiction de l'homme noir est venue à travers ces tests idéologiques. C'est la même chose aussi dans le Coran, on parle des cafres, tout ça. Ce que nous devons savoir, c'est que les gens ont écrit ces tests pour justifier la prédation de là où il y a les noirs partout sur la terre. C'était ça. Parce que moi, si le Créateur aimait les Abrahamiques, pourquoi il ne met pas les richesses chez eux? Pourquoi il met les richesses ailleurs avant de dire que oui, je vous donne pour rançon temps, je vous donne pour... Mais pourquoi on va vous fatiguer pour te donner ce que celui qui doit te garder à côté? En fait, c'est là le problème. C'est des tests, moi je dis, peu importe, nos métaphysiciens font toujours des efforts pour faire ce qu'on appelle le syncrétisme, tout ça. Non. Tout ça, ça me perd le temps. Nos ancêtres ont écrit des corpus. Je pense que mon frère a amené un livre. On appelle ça la Bible de Dieu. C'est une manière de parler. Vous allez lire, si vous payez ce livre, vous lisez nos éminences, que ce soit les Omotouré, les professeurs Kovi, les Bassong, tout ça. On a des savants qu'on ne cite jamais. Les Imhotep, les Ptahotep. Je profite pour dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on répète pour le Desmond Tutu. Que si tu choisis le camp de l'oppresseur, ou bien quoi, des choses comme ça. Mais ce n'est pas lui qui l'a dit. Quand vous fouillez, vous allez voir que celui qui a dit ça, il s'appelle Ptahotep. Donc il a répété son ancêtre, mais incapable de dire que c'est mon ancêtre. Donc, nos ancêtres ont écrit. Donc c'est eux qui ont écrit les corpus. Si vous connaissez ces textes, vous saurez que ces livres, il n'y a rien de nouveau dedans. Les gens ont écrit. Ils ont pris peut-être si nous, on est de Vaud. Au lieu de prendre appétit, quand quelqu'un est de Kara, il écrit un test, il met peut-être le Pacha. Pour que ça soit en conformité avec sa culture, tout ça. Donc, ils ont modifié, mais ils ont des intérêts. Donc, il y a des endroits où ils sont obligés de modifier. Par exemple, quand vous prenez sur le plan historique, ce que je peux appeler peut-être le principe spirituel, secte, était représenté souvent en blanc. Osiré et tout ça était représenté en noir. Donc, quand ils ont pris, ils ont inversé les choses. Donc, ce que les Africains doivent savoir, nous sommes toujours dans un monde où le chat doit vivre parce qu'il a mangé la souris. De la même manière, la souris ne peut vivre que s'il s'organise pour battre le chat, ou bien s'il fuit. Mais les Africains ne savent pas ça, ils pensent qu'il faut aimer tout le monde. Ce qu'on est en train de dire ici, ceux qui seront les plus choqués, ce n'est ni les Arabes, ni les Juifs, ni les... Ce n'est pas eux, c'est nos frères et sœurs. Ils sont à côté. Peut-être on verra leur réaction, ce qu'ils diront. Mais vous pensez donc que de ces religions monothéistes, les autres ont tiré des arguments pour utiliser contre les Noirs. Mais comment se fait-il que le Noir lui-même a perdu sa religion, a perdu ses repères, a perdu ses écrits, au point que sa religion ne soit pas assez documentée aujourd'hui? Docteur Clovis. En fait, on a perdu notre culte. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de façon passive. Ça a été activé. Il y a déjà, si on remonte un peu au début de notre ère, en fait, moi, je l'appelle l'ère du vulgaire, en fait. Ce n'est pas 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est 2000 ans avant, après le vulgaire. Et au début, il y a des théodoses, des édits qui ont été sortis. Les édits de Théodose, puis de Justinien, qui ont armé les moines, qui ont armé des gens pour aller détruire nos cultes. Et il faut se dire juste, si quelque chose a été activé, et alimenté sur une certaine période, il y a premièrement, les gens le délaisseront pour vivre premièrement. Quand leurs enfants viendront plutôt, ils vont peut-être penser que leur papa ne le faisait pas parce que ce n'était pas bon, ou bien ils seront nés dans un autre paradigme. Donc on a chuté par là. Ça, c'est depuis la vallée du Nil. Et puis après, nous sommes revenus ici, fonder des empires. Dans ces empires aussi, le combat a continué. Il y a les têtes même, les chefs même qui se sont abrahamisés des deux côtés, qui ont servi à enfoncer davantage nos religions, nos cultes, on pourra le dire. Et des fois, pour mieux combattre nos cultes, les oppresseurs, les envahisseurs se lient à des déviants de notre peuple, puisqu'il y a toujours des déviants dans tous les peuples du monde, à ces déviants-là, pour combattre les groupes organisés qui protégeaient la cité, qui protégeaient la société contre ces déviants. Donc, on les a déjà combattus.
tu as le déviant, maintenant on te donne le pouvoir. Moi, fils de enfant, je vais peut-être connaître ma religion, mon culte, par ce déviant-là qui prend mes forces pour faire du mal. C'est normal que je les fuis. Donc, c'est vrai qu'on est tombé, mais on n'est pas tombé en un seul jour. En fait, on n'est jamais tombé. On va se battre pour se relever. On n'est pas tombé en un seul jour. C'est quelque chose qui a été activé sur des millénaires ou bien sur des siècles. Mais comment expliquez-vous la faible réaction des pays africains face à cette chasse à l'homme noir? On a entendu ici là quelques communiqués. Le plus véhément est venu du Mali. Ensuite, la Côte d'Ivoire a voulu rapatrier ses ressortissants. La Guinée en a fait autant. Mais de façon générale, est-ce que vous n'avez pas senti que la réaction n'est pas à la mesure de ce qui s'est passé là-bas en Tunisie, docteur Apoti? Bon, au fait, on va voir qu'on est un peu timide sur le plateau parce que depuis que ça a commencé, on voit qu'on a un peuple de guerriers, un peuple puissant. Moi, je dis, quand tu vois un noir en train de marcher, tu as peur, tu dois libérer la route. Quand nos enfants naissent, tu vois le nouveau-né, tu vois comment ils lancent les coups de poing partout. Tu as peur, mais après quelques temps, on inculque, oui, quand on te gifle la joue droite, dans la joue gauche, quand on t'inculque des choses comme ça. Et après, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens en fait un abruti. Au fait, qu'on le veuille ou non, c'est que on a l'impression que ce que raconte, moi je vais toujours revenir à ces documents, ce que racontent les documents dits sacrés, la Bible et le Coran, et ce que les idéologues, que ce soit sur le plan politique, intellectuel, tout ça, là, de ces sociétés, que nous on répète ici, puisque nous on joue le rôle de relais, parce qu'à un moment donné, il faut se reconnaître qu'à plus tu fréquentes les écoles eurocentrées, moins tu deviens utile à ta société. Si tu ne fais pas attention, tu deviens répétiteur des principes et des cours des autres. C'est ça. Donc c'est ça même le problème. Le vrai problème, c'est que on n'a pas compris à un moment donné qu'on doit se recentrer sur nous-mêmes et savoir concrètement ce qu'on veut dans la vie. Et si on ne fait pas attention, comme je le dis souvent, nos enfants qu'on met aujourd'hui au monde, qu'on doit essayer de commencer par former de manière à devenir authentique. Dans tes années à venir, ils retourneront plus en esclavage qu'avant. Donc c'est ça même le problème. Si nous on se bat, c'est pour que demain nos enfants sortent de ce carcan et que l'autodétermination de l'Afrique soit remise sur la table. Nos dirigeants, comme moi je le dis souvent, là où vous êtes, si vous venez chaque fois chez moi, tendre votre assiette pour prendre à manger et tout ça là, même quand je gifle votre femme, même quand je vous arrache votre femme en train de faire ce que va faire devant vous, vous devez vous taire. Au fait, c'est ça. On n'existe pas. Pendant Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé nos dirigeants, on les a mis en France, on dit oui, on va vous donner tel nombre de milliards, mais on va donner d'abord ceci, vous allez faire ceci avec l'argent, tout ça. La fois passée, un dirigeant se veut dire, voilà ma politique pour l'Afrique. C'est-à-dire, tu restes chez toi et tu fais une politique pour un continent. Et si vous écoutez le contenu, ce n'est pas l'occasion d'en parler, mais tu dis, mais donc nous, on ne vaut rien. Quelle est la politique du continent africain pour la France? Où est ça? Mais pourquoi vous êtes chez vous et puis vous... Donc c'est comme ça. Donc, nos dirigeants ne peuvent pas parler parce que, comme je dis souvent, on n'existe pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. On n'existe pas. Je l'ai dit la fois passée sur le plateau que si on existait et on peut parler, on ne peut pas nous mettre dans un bus quand on est allé aux obstacles de la reine d'Angleterre. C'est ça. Et sur le continent, même ce qui fait rire, sur le continent, il y a aussi des gens qui existent plus que nous. Les Maghrébins existent plus que nous, les Noirs, nous qui avons la peau noire. C'est ça le problème. Donc, le Maroc, la Tunisie, tout ça, là, quand ils passent, ils sont comme les Occidentaux qui sont en Afrique. Donc, c'est à nous, comme on le dit souvent, c'est à nous de nous organiser pour que les gens commencent par nous respecter comme il faut. Sinon, ce qu'on joue là, nos dirigeants qui sont là, moi, je peux donner un exemple. Si vous êtes dirigeant et que vous êtes peut-être musulman, mais ce qui se passe là-bas, si vous voulez parler, vous avez votre patron, le président de la Ligue islamique qui est là. Donc vous allez discuter avec lui. Il peut prendre et dire non, taisez-vous. Je vais même dire quelque chose par rapport à ce qu'il disait qui est très intéressant parce que quand vous lisez même l'histoire de l'Empire du Mali, on passe le temps à défier Soundiata Keita. Non, Soundiata Keita, quand vous lisez bien l'histoire, il a défendu plutôt le peuple, les musulmans. Soumaoro Kanté, qu'on dit là, c'est lui qui était au fait un authentique, qui refusait l'islamisation.
Mais c'est cela que on nous fait répéter, malgré ces épreuves, c'est lui qu'on nous fait répéter. Et quand vous lisez même dans la fondation de l'Empire du Mali, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils sont les descendants de Bilal. Bilal qui a été castré là. Vous allez être descendant d'un castré. Donc vous voyez, comment vous avez posé la question, c'est à ça, je vais en venir. Donc on nous met dans une nébuleuse, on ne réfléchit même pas trop pour comprendre. Un esclave théorique de Mahomet qui est castré, comment vous pouvez être cette donc la lignée de Soundiata Keita, quand vous lisez bien, ils disent que eux, ils seraient les descendants. C'est pourquoi quand Kamoussa va aller ramasser l'or, il ramasse l'or, qui sont les réserves, il va aller partager pour dire qu'il a diminué le coût de l'or. Et les Africains chantent ça. Alors que c'est des richesses. C'est comme tu prends les richesses de ton pays et tu vas aller gaspiller, tu viens dire que non, que moi je vais montrer que je suis riche. Donc c'est comme ça. Tant que les Africains ne comprendront pas que nous sommes dans un monde où chacun doit protéger sa maison, partout où on ira, on va toujours se faire chosifier en fait. Et l'Union africaine a pondu un communiqué au ton relativement faible. L'organisation a appelé samedi ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes. Donc après les propos du président tunisien, les violences qui ont suivi ces discours. Comment analysez-vous l'impuissance de l'Union africaine devant ce phénomène quand même qui doit susciter indignation, vive indignation, docteur Clovis? On dit souvent que pour connaître la saveur d'un fruit, il faut aller où l'arbre a été planté. En fait, il faut aller dans quelles conditions, circonstances, l'Union africaine ou bien l'unité africaine a été créée. Ça a été créé pour faire ombre à quel mouvement? Puisque juste après les indépendances, il y a certains nationalistes qui ont émis cette idée de se rassembler vraiment, réellement. Maintenant, rapidement, nos oppresseurs, ils ont fait semblant de parti. Ils ont trouvé l'argument pour créer d'autres structures pour rapidement vous pousser à la porte ou dans la chambre où ils voudraient que vous alliez. C'est la même chose pour nos regroupements sous-régionaux, tout ça là. Sinon, sincèrement, cette union, c'est vrai, je suis africain, mais cette union ne peut pas régler notre problème. Et de même que la communauté internationale. Ça, c'est le pyromane. C'est le pyromane qu'on veut prendre pour pompier. Ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider, sincèrement. Sinon, si l'Union africaine travaille réellement, ce n'est pas la première fois. Actuellement, il y a des Noirs qui sont dans une montagne en Jordanie, qui ne sont même pas reconnus par la Palestine ou bien l'Israël, mais qui sont en train de souffrir là-bas. Ce sont des Noirs. Mais cette union, jusqu'à présent, elle fait quoi? Rien. Donc, c'est un regroupement qui est là pour peut-être montrer aux gens que le noir, c'est un vertueux. Même si on te tape dessus, il ne faut pas réagir. Qu'un jour, un tout-puissant, barbu, blanc, assis quelque part dans un ciel descendra pour régler ton problème. Sinon, ne comptons pas sur ça. On doit en fait compter sur nous-mêmes. Quelle réponse politique, diplomatique, économique ou sociale peut-on préparer contre ce racisme à l'endroit des Noirs, selon vous? Bon, il y a plusieurs questions là-bas en même temps. Bon, moi, je pense que il faut toujours retourner en arrière parce que ce qu'on est en train de voir là, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Et puis, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas fait des tentatives pour que ça cesse. Donc, comme moi je le dis, il faut que tout au moins ceux qui sont agressés s'organisent pour être puissants. C'est quand vous êtes puissant que vous pouvez discuter avec l'autre. On ne peut pas être faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être faible et puis aller causer avec quelqu'un. On ne va même pas vous regarder. Même sur le plan économique, quand vous voyez l'impact du petit Maroc sur l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, vous allez discuter avec ceux-là. Mais ils vont rapatrier leurs choses, leurs banques, tout ça là. Donc le vrai problème, c'est que pour que la discussion ait lieu, il faut que les États subsahariens s'organisent d'une manière ou d'une autre pour avoir une puissance qui peut être à la fois économique, politique, idéologique, tout ça, là, avant de discuter avec ceux qui sont là-bas. Comme vous avez posé une question sur la communauté internationale, ça ne sert à rien. Personne n'a fait des élections pour les élire. C'est eux-mêmes qui se sont assis, disent que nous, on s'appelle communauté internationale, donc nous allons régler les problèmes du monde, qui ne règlent jamais. Les Africains, quand je parle des Africains, il faut toujours comprendre que théoriquement, il n'y aura pas les Maghrébiens dedans, compte tenu du débat en cours. Après, on pourra parler de panafricanisme d'une manière ou d'une autre. Nous,
on se réclame du kamikisme. C'est-à-dire ceux qui sont descendants de ceux qui croient à ces religions ont maudit. C'est ça. La réponse politique, la réponse sociale, tout ça dépendra de notre puissance. Moi, pour le moment, quel que soit ce qu'on dira, ça sera de la poudre aux yeux. D'où viendra cette puissance? Qu'est-ce que vous appelez puissance? Est-ce qu'il faut forcément être sur une surface vaste pour pouvoir apporter cette réponse? On voit l'Israël, c'est un petit pays, mais qui résonne dans le monde. Bon, en fait, les gens disent souvent ça, mais quand on parle d'Israël, il faut voir les États-Unis. Parce qu'il y a aussi ça. Et puis Israël, géopolitiquement, il parle de l'Israël géopolitique. C'est juste là-bas pour titiller un peu le reste de l'Asie. Donc, par exemple, si nous, on arrive à s'organiser et que peut-être on a un pays comme le Nigeria qui est là, tout en sachant que nous, on parle toujours de la spiritualité. Parce que si la majorité au Nigeria est musulmane ou chrétienne, ce qu'on dirait, ça ne va pas avoir lieu. Il faut qu'on ait une spiritualité. Personne ne peut nier ce qu'on appelle la puissance spirituelle qu'il y avait pour le peuple Yoruba, qui a été détruite. Donc, si tout ça va s'organiser, qu'il y a peut-être, je peux dire, on peut supposer que la CEDEAO s'est organisée pour être un empire. On supprime les frontières là, au lieu de nous raqueter au bord des frontières tous les jours. On supprime ces frontières, on écrit des corpus. Parce que je disais que pour qu'un peuple se développe, il faut avoir un fil conducteur de son paradigme. Où est-ce qu'on veut aller? Peut-être il peut y avoir pour l'Afrique occidentale, pour l'Afrique australe, ça ne gêne pas, mais que ces peuples soient vraiment des peuples unis, qui ont un poids, que ce soit sur le plan économique, politique, tout ça, et spirituel, parce que ça, les gens ne veulent pas qu'on en parle. On dit, bon, chacun n'a qu'à faire pour lui, mais ce que tu veux faire pour toi, là, tu sais comment c'est venu? Il faut savoir d'abord comment c'est venu, comment je suis devenu chrétien, comment je suis devenu musulman. On disait quelque chose tout à l'heure. Quand vous avez dit comment on a pu laisser, il y a des théories qu'on appelle, par exemple, il y a des pratiques, procédé de cassage de la femme. À un moment donné, même on ne se fatigue même plus les hommes. On vient chez toi, on prend ta femme, on la violente bien, on la viole, tout ça, en présence de tes enfants, tout ça là. C'est-à-dire le coderme, il vient, c'est ce qu'il vient faire, ou bien l'arabe, il vient, c'est ce qu'il vient faire. Quand les enfants voient ça, mais quand ils vont voir le blanc en train d'arriver, ils vont s'agenouiller. On dit, bon, il faut dire Amen, et puis l'affaire est classée. Donc tu vas dire Amen. C'est ça, donc. Que ce soit la solution politique, diplomatique, tout ça, les Africains doivent savoir que pour le moment, quand quelqu'un pose des actes comme ça n'empêche pas vous aussi de prendre des décisions simples. Moi, je peux dire que le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, tout ça, là, mais il y a les ambassades, ils peuvent gérer. Il faut montrer à l'autre. Parce que vous voyez comment les grands pays fonctionnent. On dit, ils ont rappelé leur ambassade. Il faut faire. Ça ne leur coûte rien. Et non, on dit que vous allez faire pour parler. Non, actuellement, il y a le feu. Ce qui s'est passé là-bas, ça s'est passé récemment avec Royal Air Maroc, où les gens ont payé le billet. On a dit, bon, le vol est suspendu, attendez 48 heures. Après 48 heures, les avions sont arrivés. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a quand même pas tapé les Noirs, dont un Sénégalais, que tu ne rentres pas dans l'avion. Mais j'ai payé un billet d'avion, pourquoi on ne peut pas rentrer? La même chose, la Togolaise qu'on a tuée récemment, ça n'a rien dit aux gens. Normalement, on a tué. De cet assassinat crapuleux en France. Ouais. C'est ça. Donc ça continue. Donc pour le moment, je pense que diplomatiquement, ils ne savaient pas d'aller. Avant de discuter, il faut créer des incidents pour que l'autre sache que ça là, ça peut s'aggraver. Ils savent qu'ils ont des intérêts chez nous. Donc il y a la question la plus simple, c'est qu'ils ont des intérêts, ils ont des ambassades, ils ont tout ça là. Mais il n'y a aucune décision qui est faite comme ça. On rapatrie les gens. Peut-être on va venir à ça. On rapatrie les gens. Est-ce qu'on a créé les conditions pour accueillir vraiment les gens? Vous n'avez pas vous avez le chômage ambiant chez vous. Vous allez vous rapatrier les gens avec leurs femmes et leurs enfants. Vous allez les gérer comment? C'est ça. Donc, faut pas poser. C'est pourquoi je disais, nous, on aime poser les actions par réaction. Alors que les gens, ils s'organisent depuis pour écrire et programmer ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Les gens ne savent pas que dans ce monde, les gens écrivent un projet dans lequel ils disent que comme le terre est en train d'être peuplé, il faut tuer au moins 35 000 personnes par jour. Ils ne savent pas ça. C'est écrit. Et celui qui était le porteur de ce projet, c'est Jacques-Yves Cousteau. Des choses comme ça sont là. Donc quand on voyait les gens, on dit, bon, épidémie, guerre, vaccin, tout ça là, ce n'est pas sorti de nulle part. Donc c'est programmé que des choses comme ça doivent arriver. Docteur Clouvy, en attendant que les téléspectateurs nous apportent leur contribution, ils vont réagir tout à l'heure. Je vais rappeler encore le contact WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous, dites ce que vous pensez du développement de nos deux invités sur le plateau. Et vous,
le racisme contre le noir, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous en êtes victime là où vous êtes et que faire surtout pour renverser les tendances? Nous vous attendons tout à l'heure. Alors, docteur Koulivi, quelle réponse on peut préparer contre ce racisme? Docteur Apeti a insisté sur l'identité spirituelle. Comment construire cette identité spirituelle si la majorité des Africains sont dans les religions monothéistes? Nous, en médecine, pour traiter un problème, on fait l'histoire de ce problème, qui est l'histoire de la maladie. L'étiologie? Oui, pour aller chercher la cause. Malheureusement, les nôtres font seulement que l'histoire de la maladie. Mais pour tous les autres problèmes qui nous gangrènent, ils refusent de poser son histoire. Tant qu'on ne va pas faire l'histoire de notre désamour, de la haine anti-noire, il y aura toujours cette haine contre le noir. Et on ne peut rien faire. Moi, des fois, je me dis qu'on n'aide pas les autres à nous respecter. Quand je te singe, quand je veux être comme toi, quand je veux porter ton nom, quand je veux me décaper la peau comme toi, quand je veux avoir des cheveux comme toi, est-ce que vous pouvez me respecter? Oui, mais vous, par exemple, vous avez été à l'école à la médecine occidentale, à la médecine des Blancs. Cela ne vous empêche pas de faire votre travail, de développer ce que vous faites. Oui, c'est ça aussi qu'on ne comprend pas chez le noir, en fait. C'est vrai, actuellement, moi, je me dis que c'est vrai qu'on a un problème. Sinon, des fois, je n'accuse pas la masse, en fait. J'accuse la tête, à tous les niveaux. C'est vrai. Et je n'aime pas trop parler des politiques. Mais nous qui nous baladons avec nos diplômes, nous qui n'avons pas le fusil sur la tempe, on peut toujours essayer de se remettre en cause, d'aller à l'information, à la formation pour venir éclairer les nôtres dans nos maisons, parce que ça doit commencer par la maison. Il y a des choses, quand je viens dans votre maison, vous le dites, vous pouvez être énervé contre moi. Mais si un de vos enfants le dit, vous pouvez l'accepter ou bien essayer de l'analyser. Donc, il y a la tête qui ne travaille pas bien en Afrique. Donc, parlant de l'histoire de notre problème, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans nous respecter nous-mêmes. Et quand tu te respectes toi-même, c'est ta culture en premier. Parce que la culture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre chez l'autre. Mais si nous, on ose prendre la culture chez l'autre, est-ce qu'on pourrait avoir honte un jour de prendre leur technologie? Parce que dans la technologie aussi, il y a certaines choses. Quand on est bien ancré dans notre culture, on va finir par la voir aussi. Mais si on est là, on végète, on prend à gauche, on prend à droite, on est dans l'intelligence artificielle des autres. Des fois même, on se sert de nous comme cobayes. Parce qu'entre malade et cobaye, ce n'est pas la même chose. Le cobaye, on te prend, on te termine après. Mais le malade, on fait tout pour que tu guérisses après. Sinon, le noir n'aide pas le monde actuellement à le respecter. Il induit les autres en erreur, quel que soit l'effort que les autres font. Les autres font des efforts pour nous aimer, nous respecter. Mais c'est nous-mêmes. C'est pour ça, pour que cette histoire s'arrête, il faudrait que chaque personne, des fois c'est difficile d'atteindre 100%. Mais des fois, nous, on dit 51%, ça peut faire la chose. Ou bien les 2/3. Que chaque personne se réveille. On doit se réveiller. Est-ce que l'extrême pauvreté aussi, je dis, bon, l'extrême c'est trop dit, la pauvreté ça existe dans tous les pays, mais parfois plus endémique en Afrique subsaharienne, est-ce que le dénuement ne rend pas service à ce type de racisme? On ne nous respecte pas ailleurs. On va terminer avec là en 1 minute. Bon, comme je le disais, au fait, c'est une pauvreté institutionnalisée. Il faut savoir ça aussi. Comme moi, je le dis aux gens, vous allez dans nos villages, vous allez penser que les gens sont pauvres, mais ils mangent. Ils font les besoins élémentaires, ils arrivent à gérer ça. C'est parce qu'on nous a mis un modèle de développement sur les médias, à travers les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est comme ça c'est ça qu'on appelle le développement. Le développement, c'est vous qui fixez votre paradigme. Si vous prenez le développement capitaliste, c'est-à-dire la quantité d'argent qu'on a dans son compte, la maison à étage qu'on construit en briques, mais vous allez penser que vous êtes sous-développé, vous allez aller à la recherche de ça ailleurs. Hier, je suivais un documentaire quelque part où les gens ont pris environ 2 millions pour aller faire immigration clandestine. 2 millions dans un pays pauvre comme ça pour aller en aventure. En fait, c'est ça. Donc la pauvreté, quoi qu'on dise, comme vous l'avez dit, il y a ça dans tous les pays, mais être pauvre, c'est d'abord psychologique. Vous ne pouvez pas avoir des hectares de terre
dans votre village et venir à Lomé dire que bon, vous allez faire Gozem. Vous ne pouvez pas avoir des hectares de terre et venir dire que bon, vous allez faire peut-être Olé. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est ce que les gens font. Ou prendre 2 millions, 3 millions pour tenter l'immigration clandestine et se faire violenter finalement dans les pays maghrébins. On va marquer une pause, on va revenir sur le sujet. Une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum, de même que les contributions et les questions des téléspectateurs. À tout de suite. Hein.